Bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama, nouveau numéro de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on regarde quelles sont les opportunités de marché alors que les bourses ont retrouvé leur niveau de début d'année. Bonjour Nina. Bonjour David. Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Donc les marchés globalement, actions ont récupéré, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, la baisse qui a suivi le fameux jour de libération. Est-ce que tout ça est soutenable? Est-ce que cette hausse, ce rebond est soutenable aujourd'hui? C'est la question à $1 milliard. C'est vrai que le rebond a été assez fort. On a effacé finalement assez rapidement la baisse qu'on a pu voir suite au jour, à ce fameux jour de la libération du début du mois d'avril. Mais si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde l'environnement dans son ensemble, on reste malgré tout dans un environnement où le sentiment économique se dégrade, en particulier aux États-Unis. On a un écart qui se creuse entre ce qu'on appelle les hard data et les soft data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'un côté les hard data, c'est-à-dire les différents indicateurs macroéconomiques qui sont publiés, comme les PMI par exemple, qui sont plutôt résilients, qui certes se normalisent, mais pas d'inquiétude majeure à ce stade. Et les soft data qui regardent les prévisions, le sentiment des ménages qui se dégradent, qui sont extrêmement pessimistes. On a aujourd'hui la confiance des ménages aux États-Unis qui est en chute libre. Et donc on a envie de dire que ces deux devraient à un moment se rejoindre, converger en tout cas dans un sens ou dans l'autre. On a également une deuxième thématique qu'il faut regarder de très près, ce sont les perspectives de croissance des bénéfices. Elles ont certes été revues à la baisse, mais on reste sur des niveaux plutôt corrects. À nouveau, d'autant que les publications de résultats du premier trimestre ont été plutôt satisfaisantes. Et d'ailleurs, même les perspectives annoncées par les managements sont plutôt correctes aujourd'hui. Et donc, une revue à la baisse des perspectives de croissance, mais qui reste aujourd'hui plutôt contenue, à nouveau dans un environnement où le sentiment économique continue à se dégrader. Et puis, toujours cette thématique des taux d'intérêt, notamment des taux longs qui persistent, avec les inquiétudes autour des déficits budgétaires et de la soutenabilité de ces déficits qui restent aujourd'hui encore prépondérantes. Donc oui, on a retrouvé les niveaux pré-jour de libération. On a eu un rebond aussi dans les niveaux de valorisation, mais on a quand même envie de dire que peut-être qu'aujourd'hui, les niveaux de marché ne reflètent pas tout à fait ce climat d'incertitude. Une deuxième question à $1 milliard. Nina, est-ce qu'on vit un nouvel épisode de volatilité, comme on a connu dans le passé, mais encore une fois assez aigu, ou est-ce qu'on est rentré dans un new normal, comme aiment dire les Américains, un nouveau régime de marché? Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas qu'un simple épisode de volatilité. On est dans un nouveau régime de marché depuis 2020 d'ailleurs, un marché où il y a beaucoup d'incohérences. Rappelez-vous, en mars 2020, en plein Covid, on a eu un pétrole qui traitait en territoire négatif. On a eu par la suite beaucoup de conflits géopolitiques qui se sont multipliés à travers le globe. On a eu en 2022 une hausse historique des taux d'intérêt. Et puis, nous voilà en 2025 qui nous réserve ses propres surprises avec une administration de Trump qui est pleine de contradictions, cette thématique autour des droits de douane, ce fameux exceptionnalisme américain qui devient de plus en plus contesté, et donc des nouvelles incohérences aujourd'hui qui se matérialisent. On peut parler notamment des taux américains qui continuent leur trajectoire haussière, en parallèle le dollar qui baisse. On peut mentionner aussi l'or qui monte, mais en même temps le bitcoin aussi. Donc, voilà. Sur les taux, sur le dollar, ça montre une espèce de, pas de défiance, mais en tout cas de challenge de l'exceptionnalisme américain. Des actifs américains. Oui, mais après cette trajectoire des taux, on la voit aussi sur d'autres zones géographiques et pas que aux États-Unis. On le voit au Japon, on le voit notamment aussi en Europe. Et donc tout ça dans un contexte où les valorisations restent élevées et où les banques centrales ont assez peu de marge de manœuvre puisqu'elles vont vouloir se montrer prudentes face à un risque de résurgence de l'inflation. Surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Et donc, finalement, on a deux stabilisateurs historiques et habituels des marchés qui restent aujourd'hui assez contraints. Bon, là-dedans, une fois qu'on a dit ça, pour être un peu optimiste, est-ce qu'on a des opportunités? On va commencer par les actions. Quelles opportunités on a aujourd'hui? Alors, de manière générale, je pense que c'est un environnement de marché où il faut garder un peu de liquidité de côté pour pouvoir notamment réinvestir à des niveaux plus attractifs quand on voit des corrections. Sur les marchés, je dirais qu'au global, évidemment, le crédit reste central dans une allocation, notamment puisque les marchés actions restent chèrement valorisés. Et avant de parler
parlait du crédit déjà sur les actions. Il y a des thématiques qui sont plus porteuses que d'autres. On sait que le luxe a porté la hausse des marchés boursiers européens. Est-ce que le luxe est toujours un secteur porteur? On reste un peu plus prudent, nous, sur le luxe. Alors, comme tout marché, il y a beaucoup de dispersion. Donc, il y a certaines sociétés qui continuent à afficher des dynamiques plutôt favorables, des niveaux de marge élevés, comme par exemple Hermès. Mais après, la correction sur le luxe, elle n'a pas non plus été drastique. On reste sur des niveaux de valorisation qui sont pas peu chers et donc plutôt prudent sur le luxe. Mais dans l'ensemble, sur les actions, je dirais, il y a évidemment aujourd'hui... c'est Europe versus États-Unis, quoi. Tout à fait. Donc, les actions européennes aujourd'hui traitent à une décote par rapport aux actions américaines. On a un peu plus de visibilité sur l'environnement économique, l'environnement fiscal en Europe. Et il y a aussi une thématique qu'on a beaucoup évoquée lorsqu'on parlait du crédit ces dernières années, c'est ce facteur technique. Donc, suite à la remontée des taux en 2022, les investisseurs sont massivement revenus sur le crédit et donc il y a eu beaucoup de flux entrants sur la classe d'actifs qui a soutenu le marché. On pourrait voir quelque chose d'assez similaire sur les actions européennes puisque jusqu'à présent, il faut savoir que sur 1 euro investi, 80 centimes allaient aux États-Unis, toutes classes d'actifs confondues. C'est assez remarquable. On pourrait voir un rééquilibrage à ce niveau en faveur de l'Europe et notamment des actions européennes. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on va regarder sur les actions européennes? Évidemment, cette thématique de souveraineté européenne dont on a beaucoup parlé déjà ensemble, qui est une thématique qui nous est très chère chez Tikehau Capital. La défense en fait évidemment partie. On a des perspectives de croissance. La défense qui a beaucoup progressé en bourse, déjà. Qui a beaucoup progressé, plus de 50% de performance, je pense, depuis le début de l'année. Mais il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, la défense européenne, elle affiche 3 fois plus de croissance que la défense américaine, d'une part. C'est aussi un segment qui traite à une décote par rapport au segment américain. Et puis, on a quand même beaucoup des perspectives de croissance assez remarquables. Si je prends l'exemple de Rheinmetall, donc c'est une société qui a doublé son chiffre d'affaires entre 2021 et 2024, donc 5 à 10 milliards, et qui envisage 40 milliards dans le secteur de la défense, tout à fait, et qui envisage 40 milliards de chiffre d'affaires d'ici la fin de la décennie. Donc, c'est des perspectives de croissance qui restent remarquables. Alors, évidemment, un potentiel de volatilité qui n'est pas à exclure compte tenu des performances qui ont été très fortes, mais une méga tendance de long terme qui est très forte et sur laquelle il faut se positionner. Mais défense, il y a défense, il n'y a pas que la défense. Il n'y a pas que la défense. Dans cette thématique de souveraineté européenne, on peut aussi mentionner la transition énergétique avec des sociétés comme Terna, on peut parler des semi-conducteurs où l'Europe a vraiment une volonté de rattraper son retard, la santé, enfin il y a plusieurs secteurs qu'on a identifiés. Mais si je sors un peu de cette thématique de souveraineté européenne, on va aussi regarder en Europe les foncières cotées qui ont massivement sous-performé évidemment en 2022 lors de la période de remontée des taux, qui retrouve une dynamique plus favorable depuis quelques temps. Nous, c'est une expertise qu'on a de longue date au travers de notre filiale Sofidy et donc un segment qu'on va regarder en Europe de très près. Donc on a dit match Europe-États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés boursiers américains qui sont chèrement valorisés avec une administration Trump qui génère beaucoup d'incertitudes? Alors, effectivement, des marchés qui sont chèrement valorisés, il faut être prudent sur les États-Unis, mais malgré tout... La tech aussi? Alors, la tech, il faut être exposé. C'est vrai que c'est un hub de croissance assez remarquable, alors évidemment qui porte ses incertitudes, notamment puisqu'il y a eu des investissements assez colossaux qui ont été effectués par les géants de la tech américaine sur l'IA à l'heure où il y a de plus en plus de concurrents qui émergent. Mais malgré tout, c'est un secteur qui nous permet de nous exposer au cloud, à la publicité en ligne, donc à des dynamiques qui sont très fortes. On a beaucoup de croissance encore qui est concentrée dans ce segment, donc il faut être exposé. Aujourd'hui, c'est un segment qui a sous-performé, donc on n'est pas revenu sur cette classe d'actifs, mais en tout cas, on a gardé notre allocation. Et puis, sur les actions américaines, cette thématique d'élargissement de performance, qui d'ailleurs se manifeste d'ores et déjà et qui pourrait perdurer, avec peut-être des valeurs un peu plus défensives qui pourraient retrouver une dynamique plus favorable, comme par exemple la santé. On va regarder notamment la santé animale avec des sociétés comme Zoetis et IDEX, par exemple. Bon, ça c'est pour Dina, pour les actions maintenant, pour les obligations, pour le crédit. C'était très intéressant en 2022, en 2023, et c'est vrai qu'avec des banques centrales qui
possiblement, on le voit bien déjà, la BCE qui est plus accommodante, la Fed qui hésite, mais on se dit bien que d'ici la fin de l'année, a priori, il devrait se passer des choses en matière de baisse de taux. Est-ce que le crédit est toujours attractif? Est-ce que c'est toujours une brique importante, incontournable dans un portefeuille? Pour nous, c'est dans cet environnement-là. Pour nous, ça reste une brique centrale dans une allocation. Aujourd'hui, effectivement, on n'est plus sur des niveaux de rendement qu'on a pu voir en 2022 de l'ordre de 8%, mais on reste sur des niveaux qui restent attractifs. On est aux alentours de 4, 5, 6% sur des émetteurs de qualité. Donc aujourd'hui, le crédit, c'est vraiment un produit de rendement. On peut verrouiller un coupon, verrouiller un rendement, chercher à générer des revenus récurrents dans un portefeuille sur des émetteurs de qualité sans devoir aller chercher des dossiers trop complexes. Donc c'est vraiment le cœur de nos portefeuilles, ce qu'on va chercher à faire, et puis on va y rajouter, je dirais, 2 stratégies un peu plus satellites. Donc lorsqu'on est confortable avec un émetteur d'un point de vue fondamental, on va descendre dans sa structure de capital pour aller chercher un rendement supplémentaire lorsqu'on trouve que c'est opportun. Et puis, bien évidemment, encore et toujours, notre sujet préféré, les subordonnées financières, qui restent une très forte conviction sur le marché du crédit. D'une part, puisqu'on a un secteur bancaire européen qui reste très sain, on le voit trimestre après trimestre, mais également pour des considérations de valorisation. Aujourd'hui, sur des obligations qu'on appelle Additional Tier 1, donc AT1, on peut avoir jusqu'à 150, 180 BP de rendement supplémentaire. Point de base, pardon. Ouais. De rendement supplémentaire par rapport à une obligation d'entreprise de même qualité de notation. Donc il y a toujours des opportunités, malgré des marchés actions qui sont chers et malgré un environnement de taux qui est amené à bouger. Merci beaucoup. Point de vue signé Nina Majstorovic, spécialiste investissement en marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci David. Et Valeurs Ajoutées revient très vite sur Boursorama.